merci d'être là. On va pouvoir commencer. Donc, je me présente, Marie-Ange Bueno, Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et je vous présente notre conférencier de ce matin. Donc, Étienne Parizet, qui est professeur à l'INSA de Lyon et qui est au laboratoire Vibration Acoustique qu'il dirige occasionnellement. Merci. Merci Marie-Ange. Bon, bonjour à tous. Merci, ils ne sont pas là, mais je remercie quand même les organisateurs de m'avoir proposé de faire cette intervention. Alors, j'avais bien prévenu, hein, c'est Sylvain qui m'avait proposé ça, je lui avais bien dit, moi je travaille déjà en acoustique, alors certes c'est la discipline la plus noble de la section 60, mais elle n'est quand même pas majoritaire dans l'audience d'un CFM, et puis en plus moi je travaille sur les domaines de perception acoustique et vibratoire, ce qui est quand même assez loin des préoccupations du congressiste du CFM. Et Sylvain m'avait répondu, c'est pas grave, ça leur changera les idées. Et puis de toute façon, à 8h30 le lendemain du dîner, il y en a quelques-uns qui ne seraient pas capables de comprendre autre chose. Donc j'ai dit dans ces conditions, pourquoi pas. Et alors, quitte à aller dans l'exotique, j'ai choisi finalement la plus exotique de mes activités de recherche, qui traite de la gêne du bruit dans les bureaux ouverts. Alors, vous voyez qu'il y a deux noms en dessous, ce sont deux collègues avec lesquels je mène ces travaux depuis quelques temps maintenant. Donc, Patrick Chevret, il dirige l'équipe acoustique de l'INRS à Nancy. L'INRS, c'est l'Institut National de Recherche sur la Sécurité, enfin un truc un peu comme ça. C'est des gens qui travaillent sur les conditions de travail. Et puis, Edith Galli, c'est une collègue de l'Université de Nice qui est ergonome. Alors, les bureaux ouverts, si vous ne connaissez pas le truc, mais vous ne connaissez peut-être pas parce qu'on a la chance de ne pas être trop concerné dans le monde universitaire. Alors, vous voyez l'archétype du bureau ouvert, hein, d'une start-up technologique, un grand espace où on travaille, où on fait autre chose. Il doit y avoir un baby-foot, une table de ping-pong un peu à droite, là qu'on ne voit pas sur la photo, et dans lequel les gens s'épanouissent dans le travail. Ça, c'est l'archétype. La réalité est un peu plus proche de l'élevage de poules pondeuses respectant les normes de surface de la Commission européenne. Et ça ressemble plutôt à ça. Alors, l'argument principal mis en avant pour développer ce genre de bureau, c'est la communication. Vous voyez, on peut aller échanger avec ses collègues très très facilement. D'ailleurs, on échange avec ses collègues même si on ne souhaite pas vraiment échanger avec eux dans ce genre d'environnement. L'argument, l'intérêt à mon avis principal de ce genre de truc, c'est comme pour les poules pondeuses, c'est quand même le gain de place, quoi. On met le plus de monde dans le moins d'espace. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bureau ouvert, et parfois on appelle ça bureau paysager, hein, c'est si on met quelques plantes vertes dedans, et voilà, on connaît en France plutôt ça sous le nom de bureau paysager, les anglo-saxons disent open space office plutôt. Alors, nous, on n'est pas très concernés dans l'université, Laurent peut-être, je ne sais pas, dans l'industrie peut-être, tu gardes ta réserve nécessaire. En France, si on dit qu'il y a à peu près 30 millions d'actifs, il y a à peu près 3/4 de ces gens-là maintenant qui travaillent dans le tertiaire, et 1/3 de ceux qui travaillent dans le tertiaire qui travaillent en bureau ouvert. Donc ça fait à peu près à la louche 7 millions de personnes qui travaillent dans ce genre de locaux. Donc voilà, il y a un peu de monde quand même dans ces trucs-là. Alors, est-ce que les gens se sentent bien? Ah, pardon. Oh, catastrophe. Est-ce que ça va marcher encore après? Il suffit de faire ça. Excusez-moi. Alors, est-ce que les gens se sentent bien dans ce genre de bureau? Pas toujours. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le niveau de bruit global FM, vous savez que le niveau de bruit est réglementé au travail, on ne peut pas dépasser 80 dBA en moyenne sur la journée. Dans un bureau ouvert, on est beaucoup en dessous, 60 dBA, truc comme ça, donc c'est quand même considérablement en dessous. Mais malgré tout, les occupants se plaignent du bruit. Alors vous voyez à gauche une enquête, c'est vieux ça, je crois que c'est 2006,
qu'est-ce qui vous gêne le plus dans l'open space? À 46%, c'est le bruit. Et puis, un autre exemple, c'est des Suisses qui ont fait une enquête très, très grosse en 2010, en posant aux gens la question, voilà, à quelle fréquence avez-vous été gêné par les sources suivantes, le bruit ou bien l'air, parce que parfois thermiquement c'est pas mal, c'est pas bien, ça sent pas bon, etc. Et les gens devaient répondre sur une échelle à 5 niveaux, vous voyez, jamais, jusqu'à très souvent. Et ben, la cause principale de gêne, c'est les gens qui répondent plutôt gênés ou très souvent gênés, c'est le bruit dans la pièce, très largement devant les autres sources possibles de gêne. Donc c'est vraiment un problème. On s'est donc penché là-dessus avec d'autres, et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit état des lieux de cette chose-là. Alors on parle de gêne, donc déjà peut-être discuter qu'est-ce qu'on mesure et où on mesure la gêne, comment on fait pour mesurer la gêne. Après on développera plus spécifiquement les effets de la parole. Vous avez vu, les gens se disent je suis gêné par les conversations de mes collègues. Pourquoi il y a un effet spécifique de la parole. Là-dessus, il y a tout un domaine qui s'est développé avec des expériences en laboratoire un petit peu schématiques pour mesurer l'effet de la parole, qui a donné des conséquences sur la caractérisation acoustique des bureaux. Après, je donnerai un exemple d'expérience un peu plus réaliste qu'on a mené il n'y a pas très longtemps. Et puis pour finir, si j'ai le temps, on verra, des solutions techniques d'amélioration des bureaux qui peuvent être utilisées. Alors déjà, la gêne, comment on mesure ça et où est-ce qu'on mesure ça? Alors ça, c'est un peu général dès qu'on travaille pas seulement sur le domaine des bureaux paysagers, mais sur la gêne du bruit dans l'environnement, par exemple. Où est-ce qu'on mesure cette gêne? On a deux solutions possibles. On peut mesurer in situ, c'est-à-dire on va interroger les gens qui vivent réellement dans l'environnement, ou bien on peut travailler en laboratoire, on les amène au labo, puis on fait des expériences. Alors les deux ont des avantages et des inconvénients. In situ, évidemment, les gens sont dans leur vrai environnement. Dans le cadre d'un bureau, par exemple, ils réalisent les tâches réelles qu'ils ont à faire pendant la journée, et donc c'est important. Alors qu'au laboratoire, on les transporte dans une pièce, puis on leur fait faire un truc qui n'est peut-être pas, qui peut être assez loin de leur activité quotidienne. Donc il y a une perte de réalisme dans l'expérience en laboratoire. Inversement, le problème d'in situ, c'est que on ne contrôle pas l'environnement. Donc pour établir des relations entre des caractéristiques, par exemple de l'environnement sonore, et les réponses des personnes, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut énormément d'études pour avoir une variabilité suffisamment grande des paramètres acoustiques dont on veut mesurer l'influence. Alors qu'au laboratoire, on peut vraiment construire un plan expérimental avec des stimuli comme ci, des stimuli comme ça, et puis voir l'évolution de la réponse des gens. Un autre point, donc il y a toujours cette alternative. Donc on a fait un peu les deux dans cette étude, et je pense que c'est intéressant de naviguer des études in situ aux études en laboratoire et de tenter de faire le lien des unes aux autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on mesure? On parle de gêne, mais c'est une notion qui peut être un peu floue. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, dans le Larousse, vous voyez, la gêne, la définition, il y a 2 points. Désagrément, charge imposée par quelqu'un, causer une gêne à quelqu'un. Voilà, je vous gêne pour dormir en ce moment. Et puis, il y a un truc un peu plus fort qui est un état, une sensation de malaise physique. J'ai de la gêne à respirer. Donc, quelque chose d'un peu plus important qui se traduit physiquement. Donc, il y a un peu les deux notions qui interviennent. Et pour ça, on peut, pour mesurer cette gêne, les gens disent « je suis gêné », mais il faut vraiment aller voir un peu en détail de quoi il s'agit. On peut mesurer plusieurs choses possibles. On peut mesurer leur performance. Si quelque chose me gêne, ma performance peut être moins bonne. On peut leur demander d'évaluer subjectivement la gêne. On peut évaluer aussi ce qu'on appelle la charge de travail. C'est des notions un peu plus complexes qui sont reliées à l'investissement nécessaire pour accomplir la tâche. Et puis aussi, on peut mesurer des paramètres physiologiques de la personne. Quelqu'un, par exemple, qui va avoir du mal à respirer, ça va se sentir sur son rythme cardiaque qui va accélérer parce qu'il est un petit peu stressé quand même. Alors, la performance, c'est bien, mais déjà, ce n'est pas toujours facile à mesurer. Si on fait des expériences in situ, on a donc le participant de l'expérience
dont on doit caractériser sa performance dans son travail de tous les jours, bon, c'est quand même pas si facile que ça à évaluer. Au laboratoire, ça peut être plus simple parce qu'on peut demander aux gens de faire du calcul mental, des trucs comme ça. Mais du coup, hop, ce que je disais tout à l'heure, on bascule sur des tâches qui deviennent un peu schématiques et pas forcément représentatives de du travail quotidien des personnes. On peut aussi donc leur demander d'évaluer subjectivement la gêne, ça c'est très simple. Avez-vous été perturbé par le bruit, un peu comme ont fait les Suisses dans l'enquête dont je vous ai montré les résultats. Et les gens répondent sur une échelle. Bon, il y a quand même des biais là-dedans parce que les gens peuvent du coup apporter une importance particulière au bruit et baser leur réponse sur des paramètres acoustiques parce qu'ils ont vraiment prêté attention au bruit puisqu'on les interroge là-dessus, alors que finalement dans la vie courante ça ne serait pas très influent. Donc la charge de travail, la charge mentale, la charge de travail peut s'évaluer par différentes sous-catégories. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est ma collègue Edith Galli qui est spécialiste de ça, mais on est capable de mesurer des états de fatigue, de vigilance, la charge mentale, c'est-à-dire l'effort qui a dû être déployé pour accomplir la tâche qui a été demandée à la personne, avec différents questionnaires. Vous voyez, ça c'est les psychologues et les ergonomes qui ont beaucoup travaillé. Alors il y a des écoles, ils se battent un petit peu entre eux. Bon, ça converge quand même tout doucement vers quelques familles de questionnaires qui permettent d'avoir accès à ces notions-là. Qui sont quand même robustes, hein, j'insiste là-dessus. Alors, s'il y a des expérimentateurs dans la salle, en général, quand nous, psychoacousticiens ou gens qui travaillons sur la perception, intervenons, les expérimentateurs de mécanique ou de physique nous disent « Ouais, bof, tout ça, c'est vachement flou, votre truc, qu'est-ce que vous mesurez ?» Non, en fait, on fait de la mesure. On fait de la mesure, et comme toute mesure, si elle est faite avec un protocole correct, avec des précautions, elle permet d'avoir des valeurs qui sont fiables et qui représentent quelque chose, donc je voudrais insister là-dessus. Et ces questionnaires ont été quand même validés par des phases multiples qui permettent d'avoir une confiance dans ce qu'ils donnent. Et puis les mesures physiologiques, alors ça, il y a des choses assez classiques, je ne sais pas si tu pratiques, Marion. L'électroencéphalographies en collaboration. Oui, nous aussi un petit peu. Il y a des trucs. Alors, les mesures purement physiologiques comme la conductance cutanée, le rythme cardiaque, la respiration, c'est un peu délicat parce que finalement ça varie extrêmement rapidement selon tout un tas de paramètres extérieurs. Et autant je pense ça peut être utilisé lorsque les gens sont dans des vraies situations de stress, autant dans nos applications à nous, on est quand même un peu en deçà, heureusement, la mesure est très délicate. Électroencéphalographie, dans notre domaine, ça commence à être utilisé, mais pas encore avec un immense succès. Voilà. Alors, in situ, un des travaux qui a été mené dans le cadre de cette étude, ça a été de développer un questionnaire. Donc un questionnaire destiné aux occupants des bureaux. C'est le questionnaire GABO qui a été financé par un projet de l'ANSES. Donc vous voyez quelques infos générales sur la personne, puis des questions sur l'environnement physique de travail, et puis des questions plus spécifiques sur l'environnement sonore, des questions sur la sensibilité au bruit. Ce qu'on appelle la sensibilité au bruit, c'est que pour un même niveau de bruit, certaines personnes vont trouver ça plus désagréable que d'autres. On est plus ou moins facilement gêné par du bruit. Et puis des questions générales sur la santé et l'état après une journée de travail. Alors ça a bien marché et c'est maintenant inclus en annexe dans une norme récente sur les bureaux ouverts. Alors juste un exemple, on retrouve les résultats classiques. Hein, à partir de 650 réponses, il y en a plus maintenant, mais je n'ai pas les résultats des dernières versions. La question, d'une façon générale, vous diriez que le bruit de votre environnement de travail est gênant. Ben vous voyez, tout à fait, c'est en rouge. Et puis, oui, beaucoup en orange. Il y a 58% de gens qui disent que quand même c'est gênant. Donc on retrouve les résultats classiques. Et ces 650 questions réponses ont été recueillies dans 3 bureaux différents dans lesquels ont été mesurés le bruit. Et on voit qu'il n'y a pas de relation entre la gêne et le bruit. Vous voyez ici en bleu les niveaux de bruit. Alors j'ai translaté pour que ça rentre tout sur le même diagramme.
Et puis, les réponses à est-ce que le bruit est gênant en jaune et est-ce que le bruit vous paraît élevé en bleu clair. Et vous voyez que le premier bureau, par exemple, le niveau de bruit physique est beaucoup plus fort que dans les deux autres, alors que l'évaluation du bruit est meilleure ou équivalente. Donc il n'y a pas du tout de relation entre le niveau tel qu'on peut le mesurer physiquement et la réponse des gens. Et puis les sources de bruit, on posait la question aux gens, quels sont, pour un différent type de sources, vous voyez, les bruits de machines, les gens qui passent, les téléphones qui sonnent, les conversations. Est-ce que vous entendez souvent ça et est-ce que ça vous gêne? Et vous voyez que les conversations intelligibles, on retrouve ce que je vous ai dit, les gens l'entendent souvent, 64% on entend souvent les conversations intelligibles, et puis c'est gênant. Donc c'est bien la source principale. Donc ça, c'est un questionnaire, ça confirme que la parole est gênante. Et donc après, comme on veut voir un peu dans les paramètres du bruit ce qui joue sur cette gêne de la parole, finalement, le plus simple, c'est de repasser en laboratoire parce que là, on peut contrôler les stimuli et on peut vraiment bâtir des expériences qui peuvent espérer des résultats. Alors, on met les gens en laboratoire et puis, ce que je vous disais, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Voilà. On leur fait faire une tâche, et puis dans différentes ambiances sonores, avec plus ou moins de paroles, et on essaye de mesurer, par exemple, la performance. Alors là, c'est un petit peu embêtant, parce que on se rend compte qu'en laboratoire, pour la plupart des tâches qu'on donne à faire aux gens, on mesure rien du tout. Donc là, c'est un exemple du calcul mental. Donc c'est Sabine Schlittmayer, une collègue allemande, elle a fait faire du calcul mental à des sujets en laboratoire, alors qu'ils étaient soumis à pas de bruit du tout, du silence, du bruit contenant une parole peu intelligible et vraiment pas fort, 35 dBA, c'est vraiment pas fort, une parole qu'on comprend bien, pas fort, et une parole qu'on comprend bien, là avec 20 dB de plus, donc ça commence à être fort. Et le taux d'erreur est quand même extrêmement stable. Alors ça, c'est un problème, c'est-à-dire que les sujets, quand vous amenez des sujets dans un laboratoire, vous leur demandez de faire quelque chose, ils font du mieux qu'ils peuvent. Et comme l'être humain est capable quand même de résister à un environnement assez inconfortable, il va arriver à faire du mieux qu'il peut, et le mieux qu'il peut va être assez stable. Donc ça, c'est un petit problème. Alors heureusement, il y a une tâche quand même sur laquelle on voit les effets de la parole. C'est ce qu'on appelle des tâches de sériation. Donc il y a un effet spécifique de la parole sur ce qu'on appelle la mémoire sérielle à court terme. Alors une tâche de sériation, je vais développer juste après, c'est une tâche dans laquelle on vous demande de retenir une série de chiffres ou de lettres qui vous sont présentés, par exemple, visuellement. Et là, vous voyez, les mêmes auteurs, ils ont fait faire cette tâche-là à des gens, et vous voyez que lorsque la parole est intelligible, les deux à gauche, là, les taux d'erreur sont quand même plus forts que lorsque la parole est peu intelligible ou dans le silence. Donc là, il y a une tâche qui permet de mesurer les choses en laboratoire. Alors, qu'est-ce que c'est ces tâches de sériation? Comment ça marche? Donc, un exemple, une présentation visuelle de chiffres de 1 à 9, et puis le travail du participant, c'est de retenir ces chiffres-là. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors là, il faut que je balance tout ça là. Bon, ça ne fonctionne pas parce que ça ne passe pas entre les deux. Zut, ça s'est raté. Donc imaginez, les chiffres sont présentés visuellement et pendant ce temps, les gens soit sont dans le silence, soit entendent du bruit. Et puis, à l'issue de la présentation des 9 chiffres, il faut rappeler simplement l'ordre dans lequel les chiffres ont été présentés. Et puis on répète ça, évidemment, et ça dure 15 à 20 minutes pour chaque condition sonore, avec des petites variantes. On peut faire un petit temps de rétention, c'est-à-dire que les gens doivent se souvenir de la série une dizaine de secondes avant de commencer à rappeler. On peut leur mettre une contrainte temporelle pour la réponse. Bon, voilà, il y a des petites variations. Alors quand on fait ça, on mesure des effets de ce genre. Alors, plusieurs courbes ici. Alors, en abscisse, c'est la position. Donc ici, c'était 7 lettres, une petite variante, 7 lettres dont les gens devaient se rappeler. Et le taux d'erreur,
selon la position de la lettre. Est-ce que c'était la première de la série, la deuxième, etc. Donc vous avez des courbes assez classiques. Vous voyez les courbes. Les deux courbes du bas, c'est dans le silence et dans un bruit blanc. Un bruit blanc, c'est un bruit stationnaire qui fait pshhh, comme ça. Et puis les trois courbes du haut, il y avait de la parole. Alors elles ont toutes la même allure qui est assez classique. Vous voyez, les taux d'erreur sont plutôt inférieurs pour les premières lettres de la série. C'est ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. On a réussi à ranger ça dans une autre zone de la mémoire. Et puis un peu meilleur pour le dernier, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence. Et là, c'est plutôt lié à de la mémoire sensorielle. On se souvient vraiment du tout dernier élément, un peu mieux que celui d'avant. Et puis les taux d'erreur sont maximum pour les positions intermédiaires. Et alors, ce que les gens ont constaté, c'est que, eh bien, avec un signal de parole, les courbes sont translatées. Donc, il y a plus d'erreurs dans ce genre d'expérience lorsqu'on fait écouter aux gens un signal de parole. Alors, c'était une expérience qui avait été faite au Pays de Galles. Et donc, vous voyez que les gens pouvaient écouter du gallois, donc une langue qu'ils comprenaient, mais ils pouvaient aussi écouter du gallois, mais qui était joué en sens inverse. Donc, finalement, on ne pouvait plus comprendre. Et puis, un langage étranger, je ne me souviens plus ce que c'était, je crois que c'était un langage asiatique, mais je ne sais plus très bien. Et on voit qu'il n'y a pas d'influence. Donc finalement, ce n'était pas le sens de la parole qui a joué, mais c'était plus les caractéristiques acoustiques du signal qui ont créé cette perturbation de la tâche. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la parole? Eh bien, la parole, c'est quoi? C'est un signal qui, quand même, est fortement modulé en amplitude et en fréquence, avec des variations spectrales extrêmement rapides. Donc, je vous ai mis ici un spectrogramme d'un signal de parole, une petite phrase standard. Vous avez le temps en abscisse, les fréquences en ordonnée, et puis les intensités en couleur. Donc, vous voyez, par exemple, entre 500 et 1000 millisecondes, donc sur une demi-seconde, vous avez d'abord un truc un peu basse fréquence, puis après un truc un peu large bande jusqu'à 2500 Hz, et puis après un truc un peu intermédiaire. Donc il y a des variations de fréquence quand même très très rapides qui interviennent. Et alors, c'est semble-t-il ces variations-là qui jouent et qui sont à l'origine de ce qui était appelé au départ Irrelevant Speech Effect. Donc Irrelevant Speech Effect, c'est le fait que la parole perturbe cette mémoire à court terme des sujets à qui on demande de se souvenir d'une série de chiffres, parce que les gens avaient utilisé la parole, et puis ensuite ils se sont rendus compte que ce n'était pas le contenu sémantique, mais les caractéristiques acoustiques qui jouaient beaucoup. Donc la dénomination s'est transformée en Irrelevant Sound Effect. Alors pour illustrer ça, ça se voit sur ce qu'on appelle, par exemple, de la parole vocodée. Alors, je ne peux pas vous faire entendre parce qu'on n'est pas dans une... voilà, il n'y a pas les moyens de jouer du son. Mais la parole vocodée, c'est quoi? Vous prenez un signal de parole, vous filtrez par bande, par exemple, de tiers d'octave. Là, je l'ai fait avec 7 bandes de tiers d'octave entre 125 et 8 kHz. C'est à peu près l'essentiel du spectre d'un signal de parole. Et à la sortie de chaque filtre, vous calculez l'enveloppe du signal. L'enveloppe, c'est les fluctuations de niveau un peu large, enfin, grande échelle. Et puis, cette enveloppe-là, vous la multipliez par du bruit qui a le contenu fréquentiel correspondant à la bande en question. Et vous ajoutez ces 7 bruits modulés. Et vous avez ce qu'on appelle une parole vocodée. Vous voyez la même phrase de tout à l'heure. Cette phrase ici. Sur cette phrase-là, on voit des caractéristiques harmoniques qui sont liées aux fréquences vocales, glottales qui sont modulées, etc. Sur la parole vocodée, ça a complètement disparu. Par contre, on voit bien les variations spectrales rapides qui sont maintenues. Donc ce qui a été montré par Ellermeyer en 2015, c'est que si on fait ça, si on met suffisamment de bandes, donc si on met suffisamment de variétés acoustiques dans le signal, on retrouve une perturbation équivalente à celle de la parole. Vous voyez à gauche, c'est une étude qui avait été menée avec des sujets allemands ou des sujets japonais. Et le taux d'erreur dans le silence est plus bas que celui de la parole, ça c'est normal. Et puis si on met une seule bande, c'est-à-dire si on prend juste l'enveloppe globale de la parole que l'on multiplie par du bruit largement, ça ne fait pas grand-chose. Mais si on rajoute
des bandes, si on découpe en plus de bandes, donc si on rajoute de la variabilité acoustique temporelle dans le signal, on retrouve une efficacité équivalente à celle de la parole. Donc c'est bien lié à cette variabilité acoustique. Alors, donc ça a été beaucoup étudié, pas vraiment pour les bureaux ouverts d'ailleurs, ça a été étudié par les psychologues qui s'intéressaient au fonctionnement de la mémoire. C'est en dehors de tout contexte de bureaux ouverts, et ça a été récupéré après par les gens qui s'intéressaient aux bureaux ouverts. Alors pour résumer un peu les résultats, donc il semble que le niveau global n'a pas d'influence. Vous faites écouter de la parole à 35 dBA ou à 55 dBA, vous avez la même capacité de distraction. Il y a un effet d'entraînement sur la perturbation, mais qui se traduit pas par une amélioration. On voit les courbes ici, c'est des sujets qui ont répété l'expérience au cours du temps. Je crois qu'il y avait 6 semaines d'intervalle. À chaque fois, dans un bruit stationnaire ou dans le silence, leur performance s'améliore, à cette tâche de se souvenir d'une série de chiffres. Dans la parole, leur performance s'améliore aussi, mais la dégradation due à la parole reste constante au cours du temps. Voilà. Et puis, quand même, malgré tout, plus récemment, les gens ont dit si, il y a quand même une influence du contenu sémantique, il y a quand même des choses un peu plus subtiles. Ça, c'est des gens qui se sont amusés à glisser dans le signal de parole le nom de la personne. Et lorsque on entend son nom, tout d'un coup, hop, l'attention est attirée, malgré tout. Et vous voyez, c'est les points, les carrés blancs. Eh bien, la performance globale est un peu inférieure quand même lorsqu'on entend son nom dans le signal de parole. Donc voilà, tout ça c'est un petit paysage sur ce truc-là. Donc les mécanismes, je vous dis, ça a été beaucoup étudié par les spécialistes des sciences cognitives, parce que ça met en jeu des processus de mémoire et des processus attentionnels. Il y a eu des grandes disputes sur l'origine, c'est quoi les phénomènes, qu'est-ce qui joue là-dedans, quelle est l'explication. Le consensus actuel me semble être qu'il y a un conflit finalement cognitif entre deux processus de sériation. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute un signal de parole, même si on ne doit pas faire attention, finalement, il est traité un peu comme une série de petits signaux acoustiques qui varient. Et on a besoin de stocker à un moment cette petite série de signaux acoustiques pour être capable de comprendre le signal de parole. Donc même si on ne fait pas attention, il y a une phase du traitement qui consiste à stocker ces petits éléments acoustiques. Et donc ça rentre en conflit avec la tâche qu'on nous demande de faire, qui est de stocker des petits éléments visuels. Donc ça semble être l'explication qui fait consensus, mais il y a quand même une petite part de processus attentionnel, comme on l'a vu avec l'exemple des noms de la personne glissés dans l'expérience. Alors ça, c'est super, mais il y a quand même un problème pratique, c'est qu'il y a une variabilité interindividuelle qui est très forte. Vous prenez des personnes, vous leur faites faire cette tâche-là, et eh bien, les résultats, leur taux de succès et la dégradation de leur score avec un signal de parole est très variable d'une personne à l'autre. Alors ça, on l'a vu dans une thèse qu'on avait menée justement avec les gens de l'INRS, là, en 2015. On avait pris 57 participants, ce qui est quand même beaucoup. Dans la plupart des études dans le domaine, les nombres de participants sont quand même assez inférieurs. Là, on avait pris beaucoup de monde. Et puis, on leur avait fait faire cette tâche-là, voilà, sériation dans différentes conditions acoustiques. Et ce qu'on voit à droite, c'est ce qu'on appelle le décrément de performance, c'est-à-dire la différence entre, la baisse de performance dans la situation où il y a un signal de parole par rapport à une situation de contrôle qui était le silence. Et en 4 points, c'est de l'intelligibilité croissante. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 2 groupes de personnes. Il y avait quand même 25 personnes. Vous voyez le groupe 2 ici, à qui le signal de parole ne faisait ni chaud ni froid. Leur performance était extrêmement stable. Et puis, il y avait d'autres personnes dont la performance se dégradait, et d'autant plus que l'intelligibilité était forte. Et on n'a pas réussi à trouver d'explication sur pourquoi lui, il est dans ce groupe-là, pourquoi lui, il est dans ce groupe-là. C'était des jeunes, c'était des étudiants de l'INSA. Et donc, ils sont tous très bons, mais voilà, pas d'explication possible. On a constaté que
je parlais de la charge mentale tout à l'heure, on avait mesuré également la charge mentale, eh bien, ça s'accompagnait, le groupe qui travaillait bien, enfin qui était résistant au signal de parole, il y avait une charge mentale qui était quand même inférieure au groupe dont les performances se dégradaient avec le signal de parole. Donc, je vous redis, on ne mesure pas n'importe quoi quand même, il y a quand même des résultats cohérents entre les différentes façons de mesurer la gêne qu'un bruit peut apporter. Alors, on a retrouvé cette variabilité dans un autre cas, mais là, on a réussi à l'expliquer, malheureusement. Plus récemment, c'est une thèse qui a été soutenue au labo il n'y a pas longtemps de Christ Costallari, toujours avec les NRS, 55 personnes, des conditions un peu différentes. Vous voyez ici la performance, donc la performance dans le silence, et puis la performance dans des bruits d'intelligibilité croissante, deux groupes, comme l'autre fois. Et là, le panel était beaucoup plus large, et là, malheureusement, on s'est rendu compte que le groupe des gens qui faisaient des bonnes performances, vous voyez les petits triangles noirs en haut, eh bien, l'âge moyen, il était de 37 ans et quelques, alors que le groupe des gens qui avaient des performances un peu plus faibles, l'âge moyen était de 10 ans plus élevé. Donc, voilà. Là, il y a un effet d'âge qui joue sur ce truc-là. Alors, vous voyez ici, j'ai intelligibilité croissante avec des nombres. Donc ça, c'est les acousticiens, je vous ai dit, sont emparés de ces études qui à la base étaient menées par des ergonomes pour appliquer ça au bureau paysager. Donc l'acousticien, lui, il cherche des indicateurs. On se dit, ok, c'est la parole qui joue. L'intelligibilité de la parole, elle peut dégrader la performance dans ce genre de boulot. Donc c'est intéressant d'avoir un indicateur d'intelligibilité. Alors l'indicateur d'intelligibilité qui est utilisé classiquement pour ce genre de boulot, c'est le Speech Transmission Index, index de transmission de la parole. Alors je me suis juré de ne pas mettre d'équation, donc je n'ai pas mis d'équation, mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre ce que c'est. L'indice de transmission de la parole, c'est un indice qui tient compte de la déformation d'un signal de parole entre un locuteur et un auditeur, qui va dépendre de deux choses. Alors là, j'ai pris l'image de Mirabeau qui parle à l'Assemblée constituante. Alors Mirabeau émet un signal, vous voyez, bien modulé, proprement, comme celui de la phrase que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis il y a le gars qui écoute tout au bout, et ce signal est quand même beaucoup plus moche que ça, parce qu'il y a la réverbération de la salle qui va un peu brouiller tout ça. Donc j'ai simplement obtenu le signal en haut à gauche en convoluant le signal à droite par une réponse impulsionnelle de salle un peu réverbérante, et ça obtient ce truc-là. Donc vous voyez que la structure un peu fine de la parole a disparu. Donc ça, c'est les déformations de la salle, et c'est mesuré par cet indice. Et puis en plus, c'est l'Assemblée constituante, donc ils devaient tous parler un peu en même temps, là. Ça devait être, il ne devait pas être très discipliné. Donc il y a du bruit de fond. Donc le gars au fond, en plus, il essaye d'écouter Mirabeau, mais il y a tous les autres qui parlent, donc il y a un bruit de fond qui va masquer en plus la parole. Donc deuxième paramètre qui est également pris en compte par l'indice de transmission de la parole. Ça se calcule très facilement, ça donne un nombre entre 0 et 1 qui est assez bien relié avec une intelligibilité que l'on mesure classiquement par des expériences où on fait écouter des phrases et puis on demande aux gens de noter la phrase qu'ils ont comprise. Et donc ça, les acousticiens ont l'habitude de manipuler ça, et donc les gens ont proposé une relation. Alors ça, c'est un truc assez étonnant. Ça a été fait en 2005 par Ongisto. Il a pris quelques résultats des expériences qui avaient été menées en laboratoire pour mesurer la dégradation de cette tâche de sériation par un signal de parole. Et je vous ai dit, les résultats sont quand même un peu dispersés, en partie à mon avis parce qu'il y a une dispersion individuelle très très forte et les gens n'ont pas forcément utilisé des panels de sujets assez importants. Donc ça donne quand même des résultats un peu dispersés, mais ça ne fait rien, il a passé une petite courbe au milieu de tout ça pour dire voilà comment je peux représenter l'effet du STI sur la dégradation de la performance. Alors comme en perception les gens aiment bien les courbes sigmoïdales avec un plancher puis après une augmentation rapide et un plafond, hop, il a fait passer une courbe sigmoïdale dans ce truc-là et puis voilà quoi. Et c'est quand même très utilisé avec en plus des valeurs limites. Donc ils ont dit ben voilà, si le STI que je mesure est de 0,5, on va commencer à être gêné. Et un peu, ça paraît un peu rapide, mais il n'empêche que c'est quand même utilisé dans la mise au point des bureaux. Et donc, ce qui est dans une norme internationale, ce qui est fait maintenant, c'est on mesure la décroissance du STI
entre un poste de travail, où on représente quelqu'un qui parle, et puis les postes successifs. L'idée est de dire, ben voilà, il faut que ce STI baisse très rapidement, ce qui voudra dire que la personne qui parle là va peu gêner son voisin de bureau ou le gars un peu plus loin, etc. Et donc ça se fait, on prend des lignes droites, on calcule le STI le long de la ligne droite, on approxime ça par une droite, en général ça se fait assez bien, et puis on regarde la distance à laquelle le STI est inférieur à 0,5. Alors on peut faire ça aussi, il y a un autre critère qui est tout simplement la décroissance du niveau de parole. Voilà, j'ai une personne qui parle et le niveau de sa parole doit diminuer très très rapidement pour qu'il ne gêne pas les occupants. Alors ça c'est bon, ok. Aux réserves près de cette courbe-là, on comprend le sens, c'est-à-dire que oui, j'ai une personne qui parle, il ne faut pas qu'il gêne le voisin, donc le STI entre lui qui parle et le voisin qui écoute est un bon indicateur de cette gêne. Le problème, c'est que ça, ce n'est pas un indicateur global d'exposition. Ça peut bien expliquer la façon dont une personne va pouvoir gêner une autre personne, mais maintenant vous prenez une situation globale de bureau, tout le monde est là, il y a une personne qui est là, qui est soumise à un certain bruit, comment apprécier la gêne du bruit? On a dit le niveau global, ça ne marche pas parce que ce n'est pas corrélé aux gènes exprimés. Donc il manque encore cet indicateur global d'exposition sonore qui serait adapté au bureau ouvert. Alors une tentative est actuellement en cours de développement, c'est d'utiliser un indicateur basé sur une fluctuation temporelle de niveau. L'idée, elle est assez simple. La parole, vous avez vu, c'est un signal qui fluctue en niveau très très rapidement. Donc si je suis dans une situation de bruit global et que mon niveau de bruit global fluctue très très rapidement, il est vraisemblable qu'il y a une parole qui émerge assez fortement de ce bruit global. Alors que si mon niveau de bruit fluctue très très peu, ça veut dire qu'il n'y a pas de parole qui émerge. Alors il y a peut-être plein de gens qui parlent en même temps et tout ça s'équilibre et ça fait un bruit un peu stable, mais en tout cas, je n'ai pas de parole intelligible qui va pouvoir être détectée dans ce brouhaha. D'où cet indicateur, vous voyez, qui consiste à mesurer le niveau global. Le niveau global, c'est les droites noires, là, le niveau équivalent, sur ici 30 secondes. Le niveau dépassé pendant 90% du temps. Et puis la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le MEC. Je ne sais même plus le sens du M là-dedans. Mais plus cette valeur est grande, et bien plus les fluctuations de niveau sont importantes. Donc plus on peut se dire qu'il y a de la parole là-dedans. Ça, c'est donc l'INRS travaille au développement de ce truc-là. Alors, juste pour dire, il commence à faire des mesures. Il n'y a aucun rapport entre cet indicateur de fluctuation et le niveau global du bruit. Donc ça, c'est des mesures dans 8 entreprises. Donc chaque symbole représente une entreprise. Puis ils ont fait des mesures dans différentes zones de l'entreprise, à différents moments de la journée. Et vous voyez le nuage de points complet, tout ça. Donc c'est vraiment un indicateur totalement indépendant du niveau global. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. C'est le développement de ce niveau global d'exposition qui pourrait être utilisé pour les bureaux ouverts. Alors, on a quand même avancé avec ces études sur les tâches de sériation en laboratoire, mais c'est quand même une tâche un peu schématique, quoi. Je veux dire, heureusement, les gens en bureau ouvert ne passent pas leur temps à retenir des séries de chiffres ou des séries de lettres qui leur sont présentées visuellement. Ils font parfois des choses un peu plus intelligentes. Et la question, c'est est-ce qu'on peut en laboratoire mener des expériences justement en donnant aux gens des tâches un peu plus réalistes, ce qu'on appelle la validité écologique dans notre jargon, c'est en laboratoire être pas trop loin de la réalité du terrain. Alors ça, c'est aussi dans la thèse de Chris Costallari, on a essayé un truc, on rassemblait les gens, les sujets pendant une journée dans une chambre semi-anéchoïque, c'est la chambre de l'INRS, elle est très vaste, et puis on leur donnait une tâche à faire qui était une revue de presse. Donc ils avaient quatre journaux d'une même journée, et puis leur boulot c'était de faire une revue de presse, une synthèse de la presse.
Et puis, on leur donnait des questionnaires réguliers. Alors, on n'a pas mesuré la performance, vous voyez, c'est encore un problème. Ils font des revues de presse. Comment est-ce que je peux mesurer la qualité de la revue de presse? Ça commence à être beaucoup plus délicat. Donc, on a laissé tomber cet aspect de performance. On a mesuré plutôt la charge de travail par l'intermédiaire de questionnaires. Et puis, on voit que, alors, ils étaient sous 3 conditions. Le silence, non, du bruit stationnaire en blanc, du bruit juste modulé, mais globalement, donc il n'y a pas d'effet en tâche de sériation, et puis de la vraie parole. Et on voit que sur la fatigue mentale estimée par les personnes, la parole crée une fatigue mentale plus forte, et puis on a fait des questionnaires, 3 dans la matinée, 3 dans l'après-midi. Le truc intéressant, c'est que l'augmentation de la fatigue mentale est beaucoup plus rapide dans le cas du signal de parole. Vous voyez qu'entre 8h50 et 10h45, les bâtons un peu foncés, là, ça a augmenté pour le signal de parole. Donc les gens ressentent plus vite une fatigue mentale lorsqu'ils font cette activité dans le signal de parole. Voilà, donc ça, on a des pistes pour mener des expériences plus réalistes. Et on a répété récemment, pendant l'été, une expérience au LVA, cette fois, où on essaye de construire un plan expérimental en jouant sur le niveau global et cet indicateur de fluctuation. Donc 4 conditions pour essayer de voir l'influence relative des 2 paramètres. Et on a rassemblé une 40aine de participants qui venaient cette fois une demi-journée, comme l'expérience précédente a montré que pour la parole, la fatigue mentale augmentait rapidement. On a pu réduire la durée de l'expérience à une demi-journée. J'ai 5 minutes encore. Non. J'ai combien? 2 minutes. 2 minutes. Alors juste, pas de questions. Juste deux petits points, ça va le faire. Je vais aller vite là-dessus. Solution d'amélioration, un petit point sur les solutions d'amélioration. Parce que quand même, il y a des entreprises qui essaient de faire quelque chose, hein, malgré tout. Alors, il y a 2 types de solutions d'amélioration. Le type classique, c'est les solutions passives. Le local est bruyant, la parole se propage bien parce qu'il y a une durée de réverbération qui est un peu trop grande dans le local. Les cloisonnettes ne sont pas très hautes, vous voyez les espaces. Moi, j'ai présenté ça un jour et il y a quelqu'un qui m'a dit « Je ne comprends pas, chez nous c'est gênant, mais on nous a installé des cloisonnettes pour que ça ne gêne plus. » Ah oui, elles sont hautes comment vos cloisonnettes? Elles sont hautes comme ça. Il dit oui, ça ne peut pas très bien marcher quand même. Hein, voilà. Donc il faut quand même qu'il y ait des petits espaces entre les différents postes de travail. Donc ça, c'est les solutions passives. Et puis plus récemment, il y a des solutions actives qui se sont développées. Alors ça, c'est absolument délicieux. Voilà, rappelez-vous, la parole perturbe les gens. Comment est-ce que je peux faire pour moins entendre mon voisin? Ben, je vais rajouter du bruit. Il suffit de rajouter du bruit et je vais masquer la parole de mon voisin. C'est tout simple. Et donc, des solutions actives consistent à installer des haut-parleurs qui rajoutent du bruit dans le local. Alors évidemment, vous dites ça à l'acousticien, il se roule par terre. C'est quand même pas forcément raisonnable. Alors, bien sûr, le niveau de bruit est bas. Il n'est pas question d'augmenter énormément. L'idée est de rajouter juste ce qu'il faut de bruit pour masquer les conversations. Bon, alors, ça ne marche pas si bien que ça. Oui, en laboratoire, on voit une amélioration des choses, légère, mais vous voyez la satisfaction acoustique des gens. Alors, à droite, c'est la parole tout court, à gauche, c'est le silence, et au milieu, c'est du bruit rajouté de différentes... soit c'est du bruit de chute d'eau, du bruit rose, enfin des machins comme ça. Oui, c'est mieux que la parole, mais c'est quand même beaucoup moins bien que le silence, quoi. Il y a quand même une appétence de tout le monde pour un peu de silence. Et l'INRS a fait une expérience très intéressante, alors, du coup je n'ai pas le temps de développer ça. Ils ont vraiment installé ça dans une entreprise pendant 14 semaines sans prévenir les gens, hein, en travaillant de nuit, et ils ont mesuré par des questionnaires à nouveau le confort, la charge mentale, etc. Et ils n'ont pas vu d'influence, d'amélioration avec ces systèmes. Donc ce n'est pas dit que ça marche bien quand même. Alors que c'est vraiment en fort développement, il y a au moins 4-5 entreprises qui proposent ça. Voilà, donc pour conclure, voilà, malgré un niveau raisonnable en bureau ouvert, le bruit est une source de gêne importante. Les conversations ont un rôle
essentiel. Le mécanisme perceptif commence à être expliqué, mais pas encore super bien. Comme toutes les expériences perceptives, le lien entre le terrain et le laboratoire, c'est compliqué. Et puis, les normes de locaux doivent aussi alors tenir compte de l'activité professionnelle. Ça, c'est un truc assez important. C'est selon l'activité. Dans les bureaux paysagers, on peut quand même avoir une activité très personnelle. J'étudie un dossier, des choses comme ça, où j'ai besoin de plus de silence, où je peux avoir vraiment de l'activité de groupe, discussion sur un projet. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Et les systèmes de masquage sonore, à mon avis, n'ont pas fait preuve de leur efficacité. Donc, quelques perspectives de travail, puisqu'on continue. C'est cet indicateur basé sur la fluctuation à valider. Les gens de l'INRS travaillent également sur un dosimètre. Ce qu'on appelle un dosimètre, c'est quelque chose que les gens portent en permanence et qui peut mesurer très facilement au cours de la journée leur exposition. Alors, il y a des dosimètres de niveau sonore global pour les gens qui travaillent en milieu bruyant, donc il faut faire une adaptation pour les gens des bureaux ouverts. Et puis on recherche aussi des relations plus fines entre l'activité des salariés et la gêne, et cette norme française qui doit être étendue à l'international. Et on veut également regarder ce qui se passe pour des populations particulières, c'est-à-dire des gens qui ont des pertes auditives légères, comme ça peut exister. Alors, je remercie ici l'INRS pour son support, ainsi que l'ANSES, qui a financé 2 projets, dont un est en cours. Je ne remercie pas l'ANR, qui nous a classé 2 ans de suite premier en liste complémentaire. Mais j'espère remercier l'année prochaine l'ANR. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et si vous voulez en savoir plus, je vous signale que l'an prochain, à Lyon, au mois d'avril, aura lieu le congrès européen d'acoustique, Forum Acousticum, avec toute une série de sessions, dont certaines sont plus proches de votre activité de mécanicien. Il y a de l'acoustique physique pure et dure. Et puis une session, évidemment, sur l'acoustique des bureaux ouverts, qui sera organisée à cette occasion-là. Merci. Étienne, on voit toute la complexité de ce qui est mesure de la perception. Des questions? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de fatigue mentale, je pense, mesure de fatigue mentale. Oui. Et je me demandais comment vous faisiez pour mesurer ça. Alors, ne me posez pas trop cette question, merci. Ça, c'est vraiment la contribution de notre collègue Yves Galli. C'est sur base de questionnaires. Donc, alors là aussi, c'est des modèles. Tous ces gens-là travaillent à partir de modèles psychologiques qui disent que la charge de travail, il y a des charges liées à la tâche qu'on doit faire, il y a des charges liées à l'environnement, il y a ce qui est dû à son état physiologique, et ça se traduit par des états de fatigue, etc. Donc, tout un tas de modèles que je ne maîtrise pas, malheureusement. Mais ça se mesure par des questionnaires. Et des traitements statistiques probablement complexes. Oui, alors des traitements statistiques complexes, d'autant plus qu'ils nécessitent quand même beaucoup de réponses pour pouvoir donner des résultats travail sur l'humain. Satisfaisants. J'avais encore une petite question, je me demandais comment médecine, il n'y avait pas un effet placebo. Par exemple, si on dit aux gens, on vous a mis un dispositif pour réduire la gêne, est-ce que les gens répondent, oui, effectivement, je suis moins gêné? Oui, bien sûr. Oui. Ponctuellement. Ça a été mesuré, effectivement, lorsque vous dites ça aux gens, ponctuellement, ils sont moins gênés. Et après, au cours du temps, ça réaugmente. Mais il existe, c'est pour ça que dans cette expérience sur les systèmes actifs, les collègues de l'INRS n'ont rien dit aux occupants. Les systèmes ont été installés pendant la nuit sans que les gens le sachent. Bonjour, tout d'abord merci pour la présentation. Juste une petite question au niveau du labo, je me demandais, donc vous c'est vraiment la psychoacoustique, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec des logiciels du type Odéon pour en fait résoudre au niveau architectural la gêne en amont pas au labo, mais oui, bien sûr, les concepteurs de bureaux utilisent beaucoup des trucs style Odéon ou CAT quelque chose pour concevoir les espaces. Alors, c'est concevoir l'aménagement. Effectivement, lorsqu'ils veulent installer des cloisonnettes, du plafond absorbant, l'influence se prédit très très bien par ces logiciels-là. D'autant plus qu'on est quand même, vous voyez, pour la parole,
On est quand même à une fréquence, des fréquences assez élevées. Donc les méthodes géométriques utilisées par ces logiciels fonctionnent très très bien. Il y a des laboratoires de recherche aussi. Hein. Il y a de la recherche dans ce domaine-là encore. Hein. C'est pas... Oui, mais pas au LVA. Je suis chef d'entreprise. Mon objectif, c'est augmenter la productivité de mes collaborateurs, on appelle ça comme ça. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite où on passe progressivement des bureaux complètement cloisonnés, et puis on va descendre les murs, je vais être en open space avec un cactus sur la table, et qui montre que la productivité, à un moment, passe par un optimum? À ma connaissance, non. Parce que je crois que c'est quand même très difficile à mesurer la productivité humaine. Mais je ne connais pas d'études de ce genre. Après, ce que je dis, l'être humain est adaptatif. Donc si les gens sont moins satisfaits de leurs conditions, tu peux peut-être augmenter malgré tout la productivité par une légère pression supplémentaire. Je te donne des conseils pour ton travail. Après, quand on demande aux gens, on posait ça dans le questionnaire, dans quel environnement souhaiteriez-vous travailler? Ce qui est marrant, c'est qu'ils ne disent pas un bureau pour moi tout seul. C'est le bureau 4-5 personnes qui est plutôt plébiscité. Peut-être la dernière question. Oui, une question plus technique. Tu as parlé de la solution génération de bruit qui est pour couvrir justement les bruits naturels. Est-ce que c'est le même principe physique qui est utilisé dans les casques? Non, alors c'est pas un système de réduction de bruit. On rajoute du bruit. C'est pas du contrôle actif du bruit. On rajoute simplement du bruit pour dire la voix de mon voisin, je vais moins la comprendre puisque j'ai du bruit masquant supplémentaire. Justement, c'est utile. Il y a des expériences sur les réducteurs de bruit. Alors là, en termes de réduction de bruit, ce qui marche, c'est uniquement local. C'est-à-dire que... La personne qui a un casque. Voilà, c'est le casque anti-bruit. À ces fréquences-là, justement fréquences élevées, on ne peut pas imaginer du contrôle actif global. Donc oui, alors les solutions utilisées par les occupants, ils mettent un casque. Hein, donc parfois les gens écoutent leur musique, ils mettent un casque uniquement pour s'isoler Ou un casque de l'extérieur. actif. C'est quand même pas la peine. Heureusement, je t'ai dit, il y a des niveaux de bruit global qui sont de l'ordre de 55 dBA. C'est heureusement suffisamment faible pour qu'il ne soit pas nécessaire d'investir dans un casque actif. Quand même. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Bonne journée.